Dès le début de la guerre, un grand nombre de soldats est fait prisonnier. La population s'organise alors pour leur venir en aide et différents organismes se mettent en place, relayés par les municipalités. Oui, il y avait les colis pour les prisonniers. Des colis pour les prisonniers par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Et monsieur et madame Séguineau, je me rappelle encore, parce qu'on allait avec maman, ils préparaient des colis qu'ils envoyaient aux prisonniers, ça se faisait à partir de chez eux. Ils faisaient des gaufres, ils arrivaient à avoir des boîtes de sardines, des trucs comme ça, qui étaient fournis par la Croix-Rouge. Et puis ils leur envoyaient des chaussettes, des trucs, parce qu'ils avaient très froid, il faisait très froid là-bas. René était en captivité, et je peux remercier la tante Irène du bureau de tabac. Elle m'a jamais refusé, quand je faisais un colis à René, pour l'Allemagne, elle ne m'a jamais refusé un paquet de cigarettes, jamais, jamais, au contraire. Alors que les prisonniers métropolitains étaient retenus en Allemagne, les prisonniers coloniaux et nord-africains sont envoyés dans des camps établis en zone occupée. Une délibération du conseil municipal de Saint-Gilles-sur-Vie nous apprend que 15 prisonniers nord-africains étaient mis à disposition de la ville pour différents travaux placés sous la responsabilité d'un régisseur et de 3 gardiens. Et des prisonniers malgaches, côté du stade de la Chapelle. Je pense que c'était vraiment que des régiments au fond de longues colonies, si on veut dire, à l'époque. Qui par contre, ils profitaient quand même d'une certaine liberté. Puisqu'ils sortaient le dimanche après-midi, ils sortaient. On allait les voir à la grille, il n'y avait pas de problème non plus. On leur portait des aliments, dans la mesure du possible. Ouais. Eux, ils souffraient surtout beaucoup du froid. Parce que moi j'ai eu un filleul de guerre de Madagascar, et puis le dimanche, il venait voir les matchs de foot avec nous. Mais ils avaient des heures de sortie, en fait. Au Fenouillet, les prisonniers nord-africains cantonnés à Saint-Gilles ont établi un camp pour l'armée allemande. L'adjoint au maire, Edmond Bocquier, en avait établi le relevé pour les Alliés. Les Allemands s'entraînaient, ils tiraient, et ils faisaient des exercices de tir dans les marais salés. Ils avaient des patrouilles qui venaient aussi du Fenouillet, et ils traversaient la rivière à gué. Ils mettaient leur barda au-dessus, là, comme ça, là, tout, leurs vêtements, puis ils traversaient. Ils venaient du Fenouillet, puis ils traversaient pour aller à Saint-Hilaire. Point de vue exercice, ils ont fait comme on faisait des combats de rue, là, un jour. Et comme moi je disais, ils vont prendre Saint-Hilaire, ils vont prendre Saint-Hilaire. Mon grand-père a dit non, mais Saint-Hilaire, il est pris. Hein. Ils étaient comme les combats de rue. Clac, clac. Il y avait des tirs, des pétarades. Ça devait être des tirs à mitrailleuse ou au fusil mitrailleur. Et d'autres fois, c'était des tirs isolés. J'avais peur qu'ils viennent. C'était donc un sentiment de frayeur qui nous envahissait à ce moment-là. Papa, il a été pris par les Allemands et son bateau pour aller en mer faire des exercices aux jeunes Allemands. Il se jetait à l'eau du bateau et puis lui, il fallait qu'il, comme disait l'Allemand, il fallait qu'il s'en aille loin, puis les autres à la nage. Ils disaient oh là 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 là. Eh bébé, qu'est-ce qu'ils nous faisaient faire? On allait à l'école Nation, puis là, entre ce qui est aujourd'hui le rond-point des 80 et l'école, là, il y avait un chemin. Et alors là, c'est là que les Allemands venaient faire leurs exercices. Et alors, ils nous voyaient venir de loin, parce qu'on était toute une bande. Alors, il y avait un Allemand qui sortait des champs, qui se mettait sur le bord de la route, et puis qui leur faisait signe. Ils attendaient qu'on passe pour recommencer leur tir. Oui. Quand c'était les jours de tir, bien sûr, il ne fallait pas aller en forêt. Alors, mon oncle René avait été en forêt un jour, il avait le droit, là, pour arracher les souches, parce qu'on n'a pas le droit de ramasser du bois autrement,
les sapins étaient pour planter sur le bord de mer, pour faire comme une défense, quoi. Oui. Et puis, comme il n'avait pas pu tout finir, le lendemain, il a voulu retourner. Mais le lendemain, c'était interdit. Oui. Et il y a été quand même. Et ce monsieur qui faisait son jardin a été tué sur le coup. Mon oncle est décédé quelques heures plus tard. Il n'y a eu qu'une seule fois un tir comme ça, mortel, à Sion. C'est la seule fois qu'il y en a eu dans le centre de Sion. La seule fois. Lorsqu'en décembre 1941, les États-Unis d'Amérique entrent dans le conflit, un débarquement allié paraît inéluctable. Hitler croit avoir trouvé la parade en édifiant un système défensif côtier appelé Mur de l'Atlantique. Les travaux sont confiés à une organisation paramilitaire communément appelée Organisation Todt, du nom de l'ingénieur qui la dirigeait. Les premières casemates et blocos sortent de terre. L'accès à la grande plage de Saint-Gilles-sur-Vie est interdite et l'avenue de la plage est bloquée. Parce que ma mère et ma grand-mère tenaient un restaurant, la pension de famille Océania, on a été obligés d'évacuer. Nous sommes partis en 42. On nous a fait évacuer. L'avenue de la plage, c'était des choix de frise qu'ils avaient mis. Les Allemands, quand ils construisaient leurs blocos, avaient besoin de moyens de transport. Les matériaux venaient par la voie ferrée. Il y avait de temps en temps des convois interminables avec une dizaine de wagons. C'était des plateaux remplis de matériel. Sur la place de la douane, les Allemands qui recevaient du matériel par le train mettaient ce matériel sur cette place qui était fermée par des grillages. Et tout ce matériel-là allait sur Croix-de-Vie, sur la gare de Croix-de-Vie. Donc il fallait le transporter de la gare de Croix-de-Vie vers les lieux de destination qui étaient les blocos qui se construisaient à ce moment-là, tant à Sion qu'à Croix-de-Vie, voire Bretignolles ou Saint-Gilles. Il y en avait peut-être un peu moins du côté de Bretignolles ou Brême, mais enfin, ça allait jusqu'au sable, quoi. Les Allemands, il leur fallait de la main-d'œuvre. Et c'était le maire qui était chargé de désigner un tel et un tel pour aller la journée travailler avec les Allemands. Alors, il nous avait donné comme nom pour aller, quand ils construisaient les blocos, on allait non pas donner un coup de main aux maçons, mais enfin, on venait là pour déplacer quelque chose, vous voyez. Le mouche était souvent attrapé dans ces trucs-là. J'ai découpé des sapins pour mettre sur la route et même parce qu'ils avaient peur pour le débarquement, mettre sur la plage. C'était des entreprises pour les blocos. C'était des entreprises de maçonnerie. Ils prenaient de la main-d'œuvre, bien sûr, mais bon, toutes les blocos étaient faits avec les boîtes. Parce que là encore, il fallait du béton, il fallait du ciment. Hein? Non, mais ils employaient la main-d'œuvre quand même. C'était bien payé. Parce qu'il y avait un contremaître que je connaissais, quoi. Il venait se faire couper les cheveux, se faire raser, le machin. Puis un jour, il me dit comme ça. Il me dit, comment c'est que tu gagnes là? Si tu acceptes, je t'embauche, hein, tu gagneras 3 fois plus que tu gagnes. Il dit, tu gardes ton fric, j'en ai pas besoin. Hein. Il dit, moi, construire le mur de l'Atlantique, pas question. La crainte du débarquement s'accentue chez les Allemands. En 1943, le général Rommel fait une tournée d'inspection qui l'emmène en décembre sur la plage de Saint-Gilles. Rommel remarque que les travaux étaient groupés en trop grand nombre aux abords de la plage et demande d'en établir d'autres en profondeur, et notamment une deuxième ligne de blocos et d'emplacement d'artillerie pour bloquer l'avancée des chars alliés. De nombreux barrages, chicanes et obstacles divers sont alors érigés dans les rues. À Saint-Gilles-sur-Vie, les rues sont fermées. Rue du Cimetière, Grosbon, du Port-Fidèle, Grondin, de l'École ou encore rue de la Paix sont fermées, isolant de l'extérieur la partie voisine du port de Saint-Gilles.
Les voies d'accès furent elles-mêmes munies d'un dispositif de barrière métallique mobile. On retrouvait le même dispositif à Croix-de-Vie ou encore à Saint-Hilaire-de-Riez. Tous les soirs, les rues étaient fermées. Et il y avait 4 barrages. Et c'était des grosses portes en fer qui étaient montées sur rouleau, du gros rouleau de 20 cm, pour observer le passage d'un niveau qui est ici, dans la rue principale. Il y avait des tranchées sur le côté, des tranchées qu'ils avaient fait en chicane, de façon à prendre le passage à niveau en enfilade, au cas où il y aurait quelque chose. Dès 1942, mais surtout en 1943 et 1944, les Allemands ont même envisagé l'évacuation de la population de la ville pour faire face à un éventuel débarquement sur les côtes vendéennes. Le curé de Saint-Gilles s'inquiète alors du sort réservé à ses paroissiens et fait le vœu d'élever une statue à la Vierge si la paroisse est épargnée des bombardements et de l'évacuation. Son successeur exaucera ce vœu en 1947. D'abord érigée dans les dunes, la statue sera ensuite déplacée le long du Jaunet, où elle est toujours.